Les Blancs sont venus de cette direction. Le fleuve était plein de bateaux qui faisaient d'énormes vagues. Cet homme a 87 ans. Il se souvient de l'arrivée des étrangers il y a 50 ans et de la découverte du premier gisement de pétrole. Tous les villageois avaient chanté et dansé toute la nuit. C'était l'espoir annoncé d'une nouvelle vie. Ils ont promis de faire de notre village un paradis. Mais regardez, ils n'ont laissé que ça. On dirait qu'ils ne pêchent des coquillages que pour laisser des coquilles vides. Ce premier puits de pétrole au Nigeria s'est tari en 10 ans. Et les villageois des alentours, qui rêvaient du paradis, ont été abandonnés à leur destin. Des policiers armés partent en voiture. On leur a signalé un vol de pétrole. Nous sommes à Port Harcourt, le centre de l'industrie pétrolière du sud du pays. Sous les rues animées s'étend une partie du réseau des pipelines. Des policiers patrouillent toutes les nuits dans l'agglomération pour empêcher les percements illicites. Aujourd'hui, on leur a signalé que des individus avaient fait des forages pour extraire du brut derrière cette usine de raffinement. Les enquêteurs savent exactement où passent les pipelines. Il leur est facile de localiser l'endroit. Il y a un grand trou et personne dans les parages. C'est du brut. Les voleurs de pétrole jouent toutes les nuits au chat et à la souris avec les policiers. Ils connaissent l'emplacement souterrain des oléoducs. Ils creusent et éventrent les oléoducs. Ils aspirent le pétrole et le transfèrent dans un camion à l'aide d'un tuyau. Un camion-citerne a été saisi près du site de forage. Ceux qui ont été arrêtés sont de jeunes Ijo, l'un des multiples groupes ethniques qui vivent dans la région pétrolière du Delta, au sud-est du pays. Une misère effroyable les pousse à faire ces forages clandestins. Souvent, ces forages sauvages provoquent des explosions. Cette activité est devenue tellement répandue et de mieux en mieux organisée au Nigeria qu'elle porte ici un nom, le bunkering. Aujourd'hui, on estime que 10 à 15% de la production, soit entre 200 000 et 300 000 barils par jour, disparaissent. Pour le gouvernement, les pertes sont évaluées à une somme minimum de 1 milliard d'euros par an. Cette usine appartient à Chevron, la deuxième plus grande firme pétrolière américaine. De l'autre côté du fleuve, le village de Kula. Il n'y a ni école pour les enfants, ni entreprise où les jeunes pourraient travailler. Au Nigeria, 70% de la population vit avec moins de $1 par jour. Les villageois sont furieux parce que l'eau du fleuve est polluée par les fuites de pétrole brut. Regardez cette couleur.
C'est parce qu'ici, ils font brûler du pétrole nuit et jour. Les Idjo sont les enfants du fleuve Niger. C'est de lui que depuis toujours ils dépendent pour se nourrir. Ils se nourrissent de coquillages et de poissons et vendent le surplus pour gagner un peu d'argent. Le fleuve étant pollué, la pêche n'est plus aussi rentable qu'avant. Une journée entière de cueillette leur rapporte à peine un demi-dollar. Les hommes désœuvrés discutent de longs moments et passent toute la nuit autour du feu. Regardez comment on vit. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école. Les enfants ne peuvent que gâcher leur vie. En Amérique, le pays de Chevron, personne ne vit dans des conditions aussi lamentables. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous lutterons. C'est pour ça que nous sommes là. Le Nigeria compte 130 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Sur son territoire cohabitent plus de 200 groupes ethniques. Les Haoussa, les Yoruba et les Ibo se partagent le pouvoir. Les Idjo et d'autres groupes contestent cette position hégémonique. Ils revendiquent un plus grand accès au circuit de redistribution de la rente pétrolière. Depuis le début de l'ère coloniale, les Européens ont utilisé le fleuve Niger comme un débouché pour exporter par bateau les richesses qu'ils exploitaient dans cette partie de l'Afrique. Quand ils ont eu besoin de main-d'œuvre, ils ont eu recours à la traite des Noirs. Après la révolution industrielle, une des premières exportations a été celle de l'huile de palme, qui servait à la fabrication du savon. En 1956, dans le delta du Niger, là où les bras du fleuve s'élargissent, on a découvert des réserves de pétrole. 4 ans plus tard, le Nigeria est devenu indépendant. Les compagnies pétrolières européennes et américaines se sont précipitées pour exploiter ces gisements. Les grandes compagnies reversaient une part de leurs bénéfices au gouvernement central. Sur place, les Idjo n'en ressentaient pas les retombées et se sentaient abandonnés. Très vite, des conflits éclatent entre les différentes communautés sur la question du partage des revenus du pétrole. En 1967, une guerre civile éclate au Biafra. Elle durera 3 ans. Le principal groupe ethnique, les Ibos, déclare l'indépendance de la région en englobant des zones pétrolifères très riches. Ancien pays colonisateur, le Royaume-Uni soutient le gouvernement central. La France, voulant obtenir des concessions pétrolières pour ses sociétés nationales, prend parti pour le Biafra et organise des livraisons d'armes. La guerre prend de l'ampleur. On estime que la tragédie du Biafra a fait 2 millions de morts. À peine né, le Nigeria est déchiré. Même une fois la guerre terminée, de vives tensions subsistent entre les ethnies. Le Nigeria essaie de produire lui-même son pétrole, mais le forage nécessite l'emploi de technologies toujours plus performantes. Le Nigeria doit se résoudre à l'admettre. Hier comme aujourd'hui, il a besoin des compagnies occidentales qui disposent de toutes ces technologies. Finalement, le Nigeria décide de confier l'exploitation du pétrole aux grandes compagnies étrangères. L'accord prévoit que les revenus seront répartis aux alentours de 80% pour le gouvernement, le reste allant aux compagnies. En 2004, le pétrole rapporte au total 30 milliards d'euros par an au Nigeria, ce qui représente 95% de ses exportations et 80% du budget de l'État. Tous les droits d'exploitation sont vendus ou sur le marché. Les sites en jaune sont concédés à des compagnies anglaises, ceux en rouge à des compagnies américaines et ceux en vert à des compagnies italiennes. Malgré une répartition des revenus pétroliers plutôt favorable au gouvernement,
Les populations du delta du Niger sont persuadées que leur avenir a été bradé au seul profit des compagnies étrangères. Pour assurer l'équilibre entre les principales ethnies, le Nigeria a bâti une nouvelle capitale, Abuja. Mais à cause du coût de la construction de cette ville moderne et à l'industrialisation, la dette extérieure du Nigeria atteint 30 milliards d'euros, ce qui est un record absolu sur le continent africain. Le budget national passe en très grande partie dans les poches des hauts fonctionnaires et dans le remboursement de la dette. Il n'y a plus d'argent pour mener à bien les travaux de modernisation et d'industrialisation. Olusegun Obasanjo est le président du Nigeria. En mai 1999, il est devenu le premier président démocratiquement élu. Et jusqu'en janvier 2006, il a présidé l'Union africaine. Sur les 53 nations membres de l'Union africaine, le Nigeria, du point de vue de sa puissance économique, est au 4e rang. For his dynamic leadership in the service of his country and the continent. La Banque mondiale et le FMI ont exigé du Nigeria qu'il se lance dans un programme de réforme, au premier plan duquel se trouve la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la corruption. J'ai décidé de faire du Nigeria une des premières nations du continent africain, le premier pays d'Afrique. Je veux que mon pays donne le bon exemple aux autres pays africains. Nous remplissons toutes les conditions nécessaires. Les femmes et les hommes sont disponibles. Ils ont du talent et de l'énergie à revendre. Et en outre, les dieux nous ont amplement pourvus en richesses naturelles. C'est dans une haute tour d'Abuja que la compagnie pétrolière d'État a installé son siège. Les compagnies pétrolières étrangères doivent s'associer avec cette compagnie d'État pour exploiter les gisements pétroliers du Nigeria. En effet, depuis la fin des années 80, d'importantes découvertes ont été réalisées dans l'offshore profond au Nigeria et dans tout le golfe de Guinée. Ces découvertes ont été rendues possibles grâce à l'amélioration des techniques d'exploration et de production qui permettent aujourd'hui de forer par plus de 2000 mètres de profondeur d'eau. Les compagnies étrangères qui ont les plateformes offshore les plus performantes surveillent étroitement l'occasion de conclure des marchés. En 2002, un tiers des exportations de pétrole est allé aux États-Unis, un quart vers l'Europe, un autre quart vers l'Asie et le reste vers les autres parties du monde. Mais demain, cette répartition peut évoluer et aller vers les pays où la demande sera la plus forte. L'ambassadeur américain Campbell visite la foire. Welcome to the Halliburton stand. Very good to see you again. It's been a while since we've spoken. De nombreuses compagnies américaines sont impliquées dans le forage offshore et l'extraction de gaz naturel. La production de pétrole va considérablement augmenter au Nigeria et dans le golfe de Guinée. Ces zones sont beaucoup plus proches des États-Unis que le Moyen-Orient. La politique énergétique actuelle a été fixée à l'initiative du vice-président Dick Cheney. Il était le PDG de Halliburton, le leader mondial dans le secteur des services aux compagnies pétrolières. Et elle est donc largement présente au Nigeria. À eux seuls, les États-Unis consomment un quart de la quantité de pétrole produite dans le monde entier. Le plan énergétique américain, baptisé rapport Cheney, a conclu que pour maintenir sa consommation actuelle, l'Amérique devra augmenter ses importations de pétrole de 70% au cours des 20 prochaines années. La consommation américaine, c'est 2 fois la consommation de pétrole de la Chine et de l'Inde réunies. C'est 33% de plus que l'Union européenne. Les Américains mettent en œuvre au Nigeria une politique qui pour eux est extrêmement classique.
très traditionnelle. Ils l'ont fait depuis 25 ans dans différentes régions au monde. Ils le font aujourd'hui pour l'Afrique. Cette politique, elle consiste à créer des conditions favorables pour les investisseurs pétroliers, américains et autres. Ce qui compte pour eux, pour les États-Unis, l'objectif, c'est de maintenir un très haut degré de diversité de l'offre pétrolière mondiale. Ce n'est pas une politique altruiste, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour nous ou pour les Japonais ou pour les Chinois. Ils font ça d'abord pour eux et il se trouve que ça bénéficie à tout le monde. Il n'y a pas d'un côté les Américains qui chercheraient à mettre la main sur le pétrole africain et de l'autre les pauvres Européens qui seraient privés de pétrole africain. Le marché est mondial, tout le monde a les mêmes intérêts là-bas. Et les Américains, en menant cette politique, qu'on le veuille ou non, vont non seulement dans leur intérêt à eux, mais aussi dans le nôtre. On estime que les réserves de pétrole au Nigeria sont de l'ordre de 25 à 35 milliards de barils. C'est l'équivalent de 3% des réserves mondiales. Par ailleurs, comparé au Moyen-Orient, le Nigeria est pour le moment un pays relativement stable. Chevron envisage d'investir 2 milliards de dollars d'ici les 5 prochaines années dans le forage offshore, dans le golfe de Guinée. Les institutions internationales considèrent que le Nigeria a réussi à établir un régime démocratique et qu'il met en œuvre une politique de bonne gouvernance. Il devient donc fréquentable pour les pays développés. Le président Bush a donc invité plusieurs fois le président Obasanjo à la Maison-Blanche. Toutes les nations, tous les gouvernements, toutes les organisations publiques ou privées, et évidemment tous les hommes, doivent protéger le bien-être de l'humanité. Pour la plupart, les membres de l'administration Bush ont des liens avec l'industrie énergétique. Le président lui-même a dirigé une compagnie d'exploration pétrolière. Le président Obasanjo veut faire des entreprises américaines des partenaires privilégiés. Il pense de cette façon développer l'industrie et créer des emplois. L'économie américaine est la première au monde. Si elle rencontre des problèmes, nous en pâtirons tous. De notre côté, il est de notre devoir de tout faire pour l'aider. Et Dieu nous a donné du pétrole et du gaz naturel pour cela. Le Nigeria est le 4e exportateur mondial. Il produit 2,5 millions de barils. Le gaz naturel qui était négligé et brûlé dans les torchères devient une ressource importante. La part commercialisée est passée de 20 à 40%. Toutes les grandes compagnies pétrolières sont présentes dans le golfe de Guinée et au Nigeria. Le gouvernement nigérian et les grandes compagnies parient sur une augmentation des bénéfices. Malgré cela, au Nigeria, 70% de la population vit sous le seuil d'extrême pauvreté, avec moins de 1 euro par jour. Les Idjo, qui sont un groupe ethnique de 14 millions d'individus, pensent ne pas avoir la part du gâteau qui leur revient. Leurs conditions de vie n'ont guère évolué. Dans les villages comme ici, à Koula, ils profitent très peu de la modernisation. Le problème probablement des pays producteurs de pétrole, c'est que la réussite des pétromonarchies du Golfe a créé l'illusion que le pétrole était une richesse, était une aubaine pour les pays qui en possédaient et que exploiter du pétrole allait permettre d'enrichir les populations. Dans la réalité, ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la majorité des pays producteurs de pétrole sont plutôt moins bien développés en termes économiques que leurs équivalents, leurs voisins qui n'ont pas de pétrole. Il y a un mécanisme strictement monétaire, économique, qui explique que l'exploitation du pétrole déstructure une économie. Et la première fois qu'on a constaté le phénomène, c'était d'ailleurs pas dans un pays du tiers-monde, c'était aux Pays-Bas. C'est pour ça que ça s'appelle la maladie hollandaise ou le Dutch disease. Et qui consiste à mettre en évidence que lorsqu'il y a un afflux de pétrodollars, d'argent, il devient simplement plus logique, plus rationnel au point de vue économique pour les Nigériens d'importer ce dont ils ont besoin que de s'efforcer de les produire eux-mêmes. Et ça, aussi bien au niveau agricole qu'au niveau industriel. Par exemple, des produits aussi simples que les poulets
ou les tomates ou les pommes de terre au Nigeria sont importées d'Europe ou d'Amérique latine. C'est un phénomène qu'on a compris et donc qu'on peut maîtriser, mais pour ça, il faut une politique monétaire et une politique économique relativement organisée, relativement saine. Et pour ça, il faut bien entendu des institutions étatiques, un État qui fonctionne. Au Nigeria, il n'y a pas d'État. Ou plutôt l'État est très faible, les institutions sont très faibles, et donc la capacité aussi institutionnelle de gérer la manne pétrolière est aussi très très faible. Le Nigeria est classé avant-dernier à l'indice des pays les plus corrompus établi par Transparency International. 144e sur 145. Pour lutter contre ce mal qui gangrène le pays, il fallait une volonté politique forte. Le président a donc nommé comme ministre des Finances une femme indiscutable, rompue aux méthodes modernes en matière de gouvernance, le docteur Ngozi Okonjo-Iweala. Elle a été vice-présidente de la Banque mondiale et, à ce titre, jouit d'un préjugé favorable auprès de la communauté internationale. Pour la faire revenir au Nigeria, Obasanjo lui a offert un salaire 40 fois supérieur à celui des autres ministres nigérians, mais en fait aligné sur celui des fonctionnaires internationaux. Madame Okonjo-Iweala a aussitôt entrepris de lutter avec vigueur contre la corruption. Son objectif est d'arrêter l'hémorragie et de récupérer une partie de l'argent détourné. Toutes les entreprises d'État ont été soumises à des audits. Dans le secteur public de l'électricité, des travaux publics et du pétrole, elle a conduit des réformes pour faire cesser la corruption. Résultat, les dépenses de l'État ont diminué d'1 milliard d'euros. Ce que notre gouvernement essaie de faire, c'est de créer un environnement qui attire les investisseurs étrangers. Pour cela, nous luttons contre la corruption et nous réformons l'État pour que ce soit plus facile d'investir dans ce pays. Si nous réussissons, nous créerons des emplois et de cette façon, nous combattrons la pauvreté. Pour respecter les critères exigés par la communauté internationale, la Commission a procédé à une enquête approfondie. Elle est remontée jusqu'à la tête de l'État et elle a mis en cause certains membres de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée et le ministre de l'Éducation eux-mêmes ont été poursuivis. Ils ont été convaincus d'avoir reçu 400 000 € en échange de certains arrangements budgétaires. De nombreux autres hauts fonctionnaires ont été poursuivis. Un gouverneur de province a détourné 12 millions d'euros à son profit. Et plus l'enquête avance, plus on découvre des cas de corruption qui gangrénaient tous les rouages de l'État jusqu'aux simples fonctionnaires. Tous les services officiels se mobilisent pour lutter contre le détournement des fonds publics. Yes. Nous avons écrit « La corruption engendre la pauvreté et le sous-développement d'une nation et de son peuple. Cessons ces pratiques. Chaque fois que vous ouvrez la porte, rappelez-vous que la corruption est un fléau. Nous voulons imprimer ces messages dans l'esprit de tous les fonctionnaires. » L'enquête a également révélé que des salaires étaient versés à des employés fictifs. Sur 270 000 emplois fédéraux, le nombre des emplois fictifs s'élevait au chiffre record de 40 000, 15% des effectifs. La commission anticorruption vous observe. Les pots de vin cesseront si vous le voulez. La corruption est en passe d'être vaincue. Rejoignez la campagne en dénonçant toute corruption. Break the chain of corruption now. Démunis, certains jeunes Idjo prennent les armes pour exiger leur part de la manne pétrolière. Souvent, ils pillent les installations et s'en prennent aux employés étrangers qu'ils enlèvent pour obtenir une rançon. Ils se baptisent Force volontaire du peuple du delta du Niger. Leur chef, Alhaji Dokubo Asari, est surnommé le Robin des Bois du delta.
Dokubo affirme que les Idjo qui vivent dans les zones pétrolifères doivent avoir la priorité et la meilleure part des revenus du pétrole. Nous avons souffert. Notre souffrance doit prendre fin. C'est maintenant qu'il faut se révolter, pour y mettre un terme. Mes frères, mon cœur saigne. Si les choses continuent ainsi, nous serons vite réduits à néant. Dressons-nous tous ensemble. Son discours attise l'exaspération de cette ethnie minoritaire qui est restée dans la misère et sans espoir. Pour les forces gouvernementales, il est impossible de contrôler les allées et venues de Dokubo et de ses fidèles. Comme ici, ils camouflent leurs bateaux dans les méandres du fleuve et dans la forêt. Ils pompent le pétrole dans les pipelines sous-marins. L'argent gagné de cette façon sert à acheter des armes. Le quartier général de Dokubo se trouve derrière ces hauts murs, avec des barbelés et des miradors. Il est gardé par des hommes en armes. Attendez, n'approchez pas. Après d'intenses négociations, nous sommes autorisés à entrer. Le groupe de Dokubo évite tout contact avec l'armée gouvernementale. Le rapport de force leur est toujours défavorable. Ils se contentent de coups d'éclat de façon à maintenir une insécurité très néfaste à l'exploitation pétrolière. Au moment où nous sommes entrés dans la villa, nous avons vu des jeunes gens du village de Kula lourdement chargés. C'étaient des armes que Dokubo leur donnait. Cela dépasse ma compétence. Pourquoi des gens qui habitent un village comme Kula, qui est riche en ressources pétrolifères, devraient-ils vivre dans la misère la plus abjecte? Chez nous, les villageois croient que la guerre est proche. Ils se préparent tous pour la lutte. Attendons le bon moment. Patience is not cowardice. Pour stabiliser la production, les États-Unis ont décidé d'aider le Nigeria à améliorer la sécurité intérieure. Depuis 3 ans, l'entraînement militaire d'unités spéciales est assuré aux frais du département d'État américain. Une firme américaine spécialisée dans la sécurité a introduit des logiciels de simulation utilisés dans l'armée américaine. Les instructeurs sont des vétérans américains. Ils apprennent aux officiers nigérians les méthodes d'intervention les plus efficaces. La carte indique les pipelines et les canaux. La situation sur le terrain est rapportée en détail au quartier général. Aujourd'hui, la simulation concerne le plus important des terminaux. Il est occupé par les manifestants. Enemy forces. Okay, now go zoom in here now. Quick, zoom, brother. Come on, man. Come on, get it. All Puma helicopters are engaging enemy on Zebra Rig. Over. Very good. Get all the enemies. Once you can kill. Go back, let's go to previous. And secure the area immediately. Over. Okay. The Alpha Charlie should go back to base. Let it continue to patrol around Focados entrance. Over.
Le département d'État a déboursé 30 millions d'euros pour mettre en œuvre ce centre d'entraînement. Et il envisage d'augmenter encore sa participation. This Niger Delta. Which direction are the Red Forces coming from? They are on the pipeline here. Okay. Nous fournissons toutes les aides nécessaires au Nigeria parce que c'est un pays important qui est prêt à contribuer au maintien de la paix. Nous nous assurons que les Nigériens sont bien entraînés et qu'ils satisfont à nos exigences. C'était une visite très intéressante et nécessaire. L'armée nationale du Nigeria, soutenue par les USA, a attaqué Dokubo qui avait donné l'ordre d'occuper les terminaux pétroliers. Elle a bombardé la base des volontaires du peuple du delta du Niger. Elle a détruit 11 de leurs installations, leur quartier général, leurs moyens de communication et leur cantonnement. Regardez, l'ordinateur a été détruit. Le gouvernement d'Obasanjo se vante d'être démocratique. Mais en fait, c'est un régime militaire. Le projet du gouvernement d'éliminer la corruption n'a rien changé pour l'instant à la vie des Idjo. Le message des gens de la rue, c'est que nous allons reprendre nos installations pétrolières, reprendre nos pipelines. C'est le message que le gouvernement nigérian doit comprendre, que les grandes compagnies doivent comprendre. Mais si on s'assoit et qu'on dit qu'on ne peut rien faire, si nous pouvons faire quelque chose, nous devons agir. Sinon les bandits de la capitale vont continuer à profiter de nous. L'armée américaine a fourni 4 vedettes garde-côtes à l'armée nigériane. La tension entre villageois et compagnies pétrolières est au maximum. Dokubo a lancé un ultimatum au gouvernement. Si les Idjo habitants du delta restent privés des revenus du pétrole, ils mettront le delta à feu et à sang. Répondant à l'appel de leur leader, plusieurs centaines de villageois sont allés attaquer les installations pétrolières appartenant à des firmes étrangères comme Chevron et Shell. Ils ont occupé les plateformes pour protester contre la misère. La production quotidienne de ces puits étant de 30 000 barils, chaque jour d'occupation coûte entre 1 et 2 millions d'euros. Craignant d'être attaqués à leur tour, les principales compagnies pétrolières ont stoppé leurs activités. Pour soutenir l'économie américaine, ils fournissent du pétrole aux USA. Et peu leur importe s'ils doivent tuer des gens pour y arriver. Les hauts fonctionnaires sont corrompus et les membres du gouvernement vivent dans le luxe. Mais le peuple, lui, n'a rien. Nous poursuivrons notre combat jusqu'à ce qu'ils comprennent que les ressources pétrolières nous appartiennent. Au NYMEX, le marché du pétrole de New York, le jour de l'ultimatum, le brut a pour la première fois franchi le cap des $50 le baril.
Pour les gens qui jouent sur les fluctuations de l'économie internationale, des troubles dans le delta du Niger sont une bonne occasion de spéculer. On a surnommé Alhaji Dokubo Asari l'homme qui fait bouger le monde. Il est devenu le héros du delta. Pour éviter que les installations ne soient détruites, le gouvernement a entrepris des démarches pour négocier avec Dokubo. Celui-ci a pris la décision de se rendre à Abuja en tant que représentant des Ijo. Les discussions se dérouleront avec le président en personne. L'objectif de Dokubo est d'obtenir qu'une part plus importante des richesses soit redistribuée aux communautés Ijo. Les directions des entreprises pétrolières ont été mises à contribution. Elles ont promis de participer et d'accorder des aides financières aux villageois afin d'acheter une exploitation sereine du pétrole. Les gens du village de Koula ont négocié avec Chevron pour obtenir des compensations. A little misunderstanding that Kula community has with our company. When are you going to pay this money? How soon you are going to pay this money? Because we need it soon. The money is meant for you. The approval is for you, and therefore you will be paid as soon as these processes are completed. We want to give out the check of 100,000 for this period. It's every month. Give it to me first. No problem. Chevron a payé par chèque. Mais le partage n'avait pas été suffisamment négocié auparavant. Les villageois ont commencé à discuter pour savoir qui recevrait le chèque. La somme reçue étant très inférieure à celle qu'ils attendaient, les négociations ont été rompues. Pendant notre tournage, Madame la ministre nous rappelle pour nous signaler une avancée dans sa lutte contre la corruption. La corruption est le fléau que l'on souhaite éradiquer véritablement de ce pays. C'est le meilleur résultat que nous ayons eu. Nous travaillons sur ce dossier depuis 4 ans. C'est une grande avancée. Merci et bonne chance pour votre documentaire. Au revoir. En fait, la découverte est celle d'un compte secret en Suisse au nom de l'ancien président, Sani Abacha. La somme s'élève à plus de 300 millions d'euros. L'ancien président du Nigeria est mort en juin 1998. Le bruit courait qu'il avait amassé une fortune colossale. Le général Abacha et ses proches sont soupçonnés d'avoir reçu plus de 100 millions d'euros de commissions lors de la construction de l'usine de Bonny. Ce complexe est destiné à la liquéfaction du gaz naturel récupéré au moment de l'extraction du pétrole. Le gouvernement a donc investi plus de 10 milliards d'euros dans la construction de cette usine. Un consortium baptisé TSKJ aurait corrompu le président pour remporter le marché de construction. Ce consortium regroupe 4 sociétés privées. Technip, société française, Snam Project, filiale du groupe italien Eni, KBR, filiale du groupe américain Halliburton, et JGC, société japonaise. L'enquête a démontré que la firme Halliburton a joué un rôle majeur dans cette entreprise de corruption. La commission chargée d'enquêter sur les délits financiers a saisi une énorme quantité de documents au siège du groupe Halliburton. Parmi les documents saisis, l'un date de peu de temps avant la signature du contrat. C'est grâce à lui que l'enquête a fait un grand pas en avant.
Il s'agit d'un compte-rendu d'affaires, d'un document secret du groupe Halliburton. Il faut encore que nous le décodions pour pouvoir saisir entièrement son contenu. Ce compte-rendu fait état d'une discussion concernant la méthode de versement des commissions. Il avait été convenu que 50 millions d'euros seraient versés au président et aux membres de son gouvernement. L'argent serait versé sur un compte à l'étranger par l'intermédiaire d'une société écran. Un des problèmes que nous avons eus dans cette enquête, c'est qu'ils ont utilisé une multitude de comptes à travers le monde. Nous avons suivi ces transferts de fonds. Le siège de la TSKJ se trouve dans l'île de Madère, au Portugal. Madère est un célèbre paradis fiscal. Le rapport d'enquête établit que les 100 millions d'euros destinés à servir de pot de vin ont d'abord transité dans cet immeuble. Les fonds ont ensuite été remis à une autre société qui se trouve être domiciliée dans le même bâtiment. Mais il n'y a pas de plaque et personne ne répond. Il s'agit d'une société fantôme. L'argent transitait ensuite dans un autre paradis fiscal, Gibraltar, sous forme d'honoraires versés à des consultants. Après complément d'enquête, il s'avère que le propriétaire de la société basée à Gibraltar a un bureau dans la banlieue de Londres. Il s'agit de Jeffrey Tesler, avocat et conseiller financier d'Hallyburton. Jeffrey Tesler entretenait des relations étroites avec le régime du président Abacha. Les autorités chargées de l'enquête soupçonnent que c'est lui, Tesler, qui servait d'intermédiaire à l'ancien président. Nous avons demandé à le rencontrer. Hello. Good afternoon. Mr. Tesler does not give interviews. Okay? He does not give. Mais il n'a pas voulu nous recevoir. Okay? Il n'a rien à déclarer. Le groupe Halliburton, qui a versé l'argent à Tesler, a son siège social à Houston, au Texas. C'est une multinationale spécialisée dans les services aux sociétés pétrolières. Halliburton a admis que sa filiale avait versé des pots de vin, mais elle a toujours soutenu que sa haute direction n'y était pour rien. À cette époque, le PDG de la compagnie n'était autre que Dick Cheney, l'actuel vice-président des États-Unis. Monsieur Cheney était bien le PDG à cette époque. Les employés obéissent tous à leur patron. Par ricochet, on peut penser que Monsieur Cheney est impliqué dans l'affaire. Pourtant, il n'y a pas de preuve de son implication directe. Les multinationales qui viennent travailler ici pensent que c'est par la corruption que l'on fait des affaires. Mais pour être corrompu, il faut des corrupteurs. Comment cet argent a-t-il circulé d'un pays à l'autre? Madère, Gibraltar, Londres, la Suisse. Mais il n'y a pas que les compagnies américaines qui sont impliquées dans ces malversations. Beaucoup de compagnies très importantes y ont recours. À l'appel de Dokubo, 5000 Idjo ont manifesté à Port Harcourt, l'une des grandes villes du Delta. Les révélations des médias sur l'ampleur de la corruption et sur l'identité des personnes impliquées ont causé un choc dans la population. Si l'Amérique se vante d'être le garant de la démocratie et de la liberté, elle devrait commencer par débarrasser les gens du Delta des hauts fonctionnaires corrompus. Si le gouvernement utilise la force contre nous pour résoudre l'insécurité dans le Delta, nous saurons ce qu'il nous reste à faire. S'ils sont en train de comploter, nous sommes prêts à nous battre.
C'est vrai, il y a des injustices, mais ce ne sont pas ces anomalies qui détruiront notre pays. C'est la bonne utilisation de nos ressources qui constitue le véritable défi. Nous évoluons et il faut continuer. Sinon, il n'y aura plus d'espoir pour l'Afrique, il n'y aura pas d'avenir radieux pour le monde. Le romancier Ken Saro-Wiwa a fini ses jours au bout d'une corde, le 10 novembre 1995. Le général Abacha l'a fait condamner à mort dans un procès injuste. Il dénonçait pourtant la corruption, la pollution, le comportement des compagnies pétrolières et les gouvernants qui menaient le Nigeria à la catastrophe. Voici les lignes qu'il a laissées. Le vaisseau Nigeria à bord duquel nous naviguons est sur le point de faire naufrage. Ceux qui dirigent la nation le font pour leurs propres intérêts. Les gens vivent comme des primitifs sur une terre qui génère des richesses colossales. Les danseurs masqués du Nigeria me dégoûtent. Ils siphonnent nos ressources pour se vêtir et pour paraître. Si nous ne révélons pas les intentions des Blancs qui tirent les ficelles, nous ne pourrons jamais démasquer les bandits.